bonjour, bienvenue à tous. On est ravis de pouvoir attaquer ce début d'après-midi avec un sujet absolument passionnant, la solidarité et les aînés dans la société. Pour parler de ce sujet, vous avez un plateau extrêmement riche avec Fabienne Barbosa, avec Paul-Alexis Racine-Jourdain, avec Serge Guérin et puis Madame la Ministre avec Myriam El Khomri. Ce que je propose, c'est déjà qu'on se fasse un premier tour de table parce qu'il y a deux mots très forts, la solidarité et les aînés. Et ce que j'aimerais, c'est que chacun vous me disiez comment vous accrochez ces deux mots, parce que par nature, on a des représentations sûrement complètement différentes ou des sens différents dans la façon avec laquelle on voit solidarité et les aînés. Fabienne. Alors, merci Philippe. Pour moi, la solidarité, c'est l'entraide. La solidarité, c'est être présent pour les gens qui en ont besoin. La solidarité, c'est pouvoir compter les uns sur les autres. Et quand on parle d'aînés, on parle de transmission, on parle de sagesse, on parle d'équilibre. Et pour moi, ces deux mots ne peuvent pas aller l'un contre l'autre. Donc la solidarité et les aînés, pour moi, c'est l'entraide des plus jeunes envers les aînés. Merci. Et j'ai entendu également des aînés vers les plus jeunes. Exactement. Merci Philippe pour cette question. Alors, chez nous, la solidarité, c'est vraiment cette solidarité citoyenne où finalement un accueillant va pouvoir accueillir dans son domicile plusieurs personnes en situation de fragilité, des personnes âgées. Et l'objectif est de recréer société, de refaire cette solidarité qui est aussi bien intergénérationnelle que par rapport à un territoire, puisque le rôle de l'accueillant, de la personne qui va accueillir cette personne âgée, c'est justement de faire de la coordination par rapport à l'ensemble du bassin de vie de la personne. Territoire, petites unités, entre nous. Solidarité vraiment de proximité. Exactement. Serge. Peut-être qu'un des mots de la solidarité avec les générations, c'est la notion de réciprocité. C'est-à-dire que finalement, avant, généralement, le jeune allait apprendre auprès du vieux. Et ça continue comme ça très souvent. Mais le vieux peut aussi apprendre auprès du jeune. Tout le monde a entendu, a connu, je ne sais pas moi, un grand-père disant oh, « ma petite fille de 8 ans, elle m'a réparé mon téléphone en 2 minutes ». Et il y a bien quelque chose là qui se passe qui n'existait pas dans les générations précédentes. Chacun peut apporter à l'autre, ce qui fait aussi que chacun a une dignité par rapport à l'autre. Je crois que c'est une des premières choses. Il y a aussi une notion d'égoïsme solidaire. Parce que finalement, quand je me préoccupe, quand je me dis il faut être solidaire, il faut aider les plus âgés, c'est aussi l'égoïsme, parce qu'un jour, je serai un plus âgé en question. Et puis aujourd'hui, c'est peut-être mes grands-parents, c'est peut-être mes parents, mais demain, ce sera moi. Donc il y a aussi cette notion de dire j'y ai tout intérêt d'être solidaire avec les plus âgés, parce que justement, je suis directement concerné familialement par exemple, mais je suis aussi demain concerné pour moi. Donc il y a cette notion aussi d'égoïsme solidaire. Et puis la troisième notion, c'est qu'une société, alors on peut avoir différents regards sur la société. On peut considérer que l'homme est un loup pour l'homme, qu'on est en opposition et tout ça. Il y a des gens qui sont là-dedans, très, très fortement, je dirais même très violemment. Mais on peut aussi considérer que c'est de l'interdépendance. J'ai finalement besoin de l'autre. Alors, je prends souvent l'exemple d'un garçon qui me ressemble beaucoup, il s'appelle Teddy Riner. Même couleur de peau, même taille, il doit faire 1 mètre de plus, une centaine de kilos de plus que moi et peut-être le plus grand champion français de tous les temps. Cet homme-là, il dit en même temps que depuis qu'il a 14 ans et demi, il est accompagné par une psy que je n'ai jamais vue mais que j'imagine beaucoup moins forte que lui. Mais il n'empêche qu'elle lui apporte des choses. Donc cette notion d'interdépendance, c'est pour dire qu'on a besoin des autres. On a besoin des autres pour se déplacer, on a besoin des autres pour se nourrir. Et que donc, une société sans interdépendance, c'est une société qui n'a aucun avenir, qui va s'écrouler, qui va crever. Donc je crois que c'est aussi ça la solidarité. Merci beaucoup Serge. Madame la Ministre, tu vois les choses comment? Alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense que la notion d'entraide, de réciprocité sont des éléments importants. Mais je ne peux pas m'empêcher aussi de penser qu'il y a un problème de maturité de notre société face au vieillissement et que pour avoir étudié avec toi Philippe, avec aussi Fabienne, les métiers du grand âge, on voit bien qu'il y a un manque de considération de ces professionnels. Et que le manque de considération de ces professionnels, on a essayé de comprendre pourquoi les métiers si utiles socialement, quelque part, ils sont peu valorisés. Et c'est des métiers qui sont féminisés, et les inégalités salariales entre les femmes et les hommes sont une partie de la réponse, mais pas seulement. C'est aussi le regard que l'on porte sur les aînés. Parce que quand même, dans nos sociétés qui sont obsédés par la performance, les inactifs en général et les aînés en particulier, on leur envoie une forme d'inutilité sociale, d'une inutilité économique. Et pour moi, donc, cette solidarité envers les aînés, elle reste quand même à conquérir. Elle reste à conquérir aussi par la bienveillance qu'on peut porter aux professionnels
qui œuvrent au quotidien en direction des aînés. Donc, elle existe, elle n'est pas complètement collective, elle n'est pas complètement inclusive. Et ce que nous souhaitons, c'est faire avec, par et pour. Voilà. Et je pense que ça, c'est des éléments importants. Très bien. En fait, c'est faire évoluer une société qui est très axée sur une solidarité plutôt d'assistance aujourd'hui pour refaire une solidarité très citoyenne, c'est-à-dire se faire ensemble. Et tu évoquais un sujet absolument majeur. Une politique sociale durable, quelque Oui. part. Parce que la durabilité, ce n'est pas qu'en matière environnementale, c'est comment, c'est pas juste réparer les dégâts du passé, mais c'est aussi les anticiper. Donc oui, dans les soins d'hygiène, c'est plus rapide de faire la toilette à une personne que de l'aider à faire. Mais le sens premier de ces métiers, justement, c'est d'aider à faire pour prévenir la dépendance. C'est tout cela. Alors, en parlant de sens et en parlant des métiers, je me reviens vers toi, Fabienne. J'ai vraiment été subjugué dans tous les travaux qu'on a pu faire grâce à Myriam, je suis allé découvrir à l'envie sur une autre façon, finalement, de concevoir le travail. Parce que pour pouvoir donner du sens, il faut qu'on puisse faire plus responsabilité, qu'on puisse plus partager la parole. Et derrière ça, c'est de pouvoir avoir une solidarité entre les professionnels. Et donc, ça améliore le lien avec la personne. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous donner ces points de repère forts de cette façon de travailler de façon différente, qui donne un éclairage et en tout cas beaucoup d'espoir, je trouve? Alors, la première chose que je dirais, c'est que dans cette méthode de travail, il y a beaucoup d'autonomie auprès des auxiliaires, ce qui leur permet dans leur métier de pouvoir décider elles-mêmes. Donc aujourd'hui, elles n'ont pas une personne derrière qui leur donne des ordres à exécuter. Elles ne deviennent plus des exécutantes, mais elles font leur métier avec cœur. Aujourd'hui, le système de l'entreprise où je travaille, c'est de pouvoir être autonome. La première chose qui fait du bien, c'est que nous recrutons nous-mêmes nos futurs collègues. Donc, c'est agréable. Ce n'est pas le cadre qui dit « tiens, j'ai recruté quelqu'un pour vous ». Alors, le cadre, si. Il va voir déjà la personne, voir l'état psychologique, vérifier les références et ensuite nous l'envoyer. Et nous, on va tester l'empathie. On va tester le métier sur le terrain, on va écouter les histoires. Et ensuite, une fois qu'elle est recrutée, il y a l'intégration. Cette intégration permet à la personne de bien arriver. Donc, il y a une solidarité dès le début parce qu'elle ne se sent pas toute seule. Elle a une marraine qui va l'accompagner, qui va pouvoir lui expliquer le travail, qui sera là quand elle sera bien, pas bien, pour lui dire effectivement, voilà ce qu'il faut faire pour que tout se passe bien. Donc, dès le début, il y a une solidarité parce que quand on arrive, on n'est pas toute seule, on n'est pas isolé. Donc, ça, c'est très bien. Ensuite, il y a les visites que l'on va faire toute seule auprès de nos futurs bénéficiaires. Nous n'avons pas une responsable de secteur qui va venir faire les visites avec nous, parce que qui de mieux qu'une auxiliaire qui va travailler au domicile pour évaluer le besoin. Donc nous faisons nous-mêmes les visites, donc nous y allons, nous nous présentons, nous disons ce que nous savons faire et ensuite nous demandons les besoins de la personne. Et on demande à la famille en général de laisser la personne s'exprimer. Même si elle a des troubles cognitifs très forts, même si elle est dans le refus, nous privilégions la communication avec elle directement parce qu'après cette visite, nous sommes seuls avec elle. Et donc, ça aussi, ça met vraiment ça crée une relation de confiance, ça détend la personne. Donc, avant la première intervention, elle sait qui vient. Ce n'est pas quelqu'un qui vient sonner chez elle pour dire « je suis madame Intel, j'interviens ». Non, là déjà, ça brise la glace et lors de l'intervention, ça se passe très très bien parce que la personne est très rassurée. Et ensuite, il y a quelque chose qui est très important dans ce travail, c'est le planning. C'est le planning et la sectorisation. Nous n'avons pas à courir d'un arrondissement de Paris à un autre ou d'une ville de France à un autre. Nous sommes sectorisés, nous travaillons au plus près de ces personnes, ce qui est un avantage. Nous arrivons fraîches au travail, nous arrivons sereines. Des fois, ça évite les problèmes de transport. Et ensuite, l'organisation du travail, le planning, qui est vraiment le gros problème pour tout le monde, nous le faisons nous-mêmes. Donc, nous savons qui mettre, quand la mettre et comment nous remplacer, ce qui est très bien. C'est un peu une révolution, ce que vous nous présentez là. C'est une grande révolution. C'est une méthode hollandaise. C'est vrai. Qu'on n'a pas ça s'appelle ramenée. cette méthode? Je suis coquin parce qu'on Tu fais a du mal à exprès. prononcer. Tu sais que j'arrive pas à le dire. C'est Budzorg. Budzorg. Je crois. J'espère qu'ils m'en veulent pas. Et je me retourne vers toi, Myriam, parce que ce qu'on nous présente là, par rapport à tous les travaux que tu as pu faire, parce qu'on voit bien que finalement, si on veut être solidaire de nos aînés, tu l'as très bien dit, il faut que tous les aidants, entre guillemets, notamment professionnels, ils soient bien, ils soient solidaires entre eux. Est-ce que tu sens qu'il y a ça reste complètement marginal, ou est-ce qu'il y a une volonté d'aller bouger les lignes pour imaginer une mode de travail différente? Parce que finalement, la solidarité, c'est comme la proximité, c'est être le plus proche. Et les gens les plus proches, c'est bien nos auxiliaires, les aides-soignants, le docteur, il est loin de tout, le cadre, il est loin de tout. Est-ce que tu sens qu'il y a une... Voilà. Tu as été frappé par quoi? Par une méthode très, très taylorienne ou une volonté de repenser, de repartir de terrain? Non, les remontées,
autour de nos 150 auditions et plus de 80 heures de visite de terrain, ce qui est remonté globalement, c'est un manque de considération, un manque de reconnaissance et puis une situation, enfin un taux de précarité aujourd'hui des auxiliaires de vie qui est de 17% quand la moyenne des salariés c'est 6%. Donc voilà, elles vivent avec 802 € en salaire moyen, du temps partiel, des horaires fragmentés, des temps de trajet qui ne sont pas toujours pris en compte. Donc non, il y a une réalité, une vraie souffrance aujourd'hui de ces professionnels qu'il faut reconsidérer. La solidarité des personnes en direction des aînés passera véritablement par les professionnels et ça en est vraiment la clé de voûte en termes d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande à la fois des soins d'hygiène, on leur demande de l'accompagnement, mais on leur demande aussi ce qui est de plus cher, c'est-à-dire la bienveillance. Et donc la question qu'on doit tous se poser, c'est est-ce que nous sommes nous-mêmes bienveillants en direction de ces professionnels? Parce que la qualité de service auprès des aînés, elle est liée à la qualité de vie au travail des professionnels. Voilà, les deux sont bien évidemment liés. Lorsque vous avez un vieux monsieur qui vous dit « Est-ce que vous trouvez normal que j'ai excusez-moi l'expression, d'avoir montré mes fesses à plus de 27 personnes différentes ce mois-ci », on peut se poser la question justement de la dignité. Donc non, mais il y a aujourd'hui des organisations du travail, que ce soit au sein des EHPAD ou au sein des services à domicile, qui sont en train de faire bouger les choses. Ce qu'on a préconisé dans le rapport, c'est bien sûr d'analyser à la fois le modèle économique de ces nouvelles organisations, parce qu'aujourd'hui, vous avez parfois dans des services d'aide à domicile 15 à 20% d'absentéisme. Ces nouvelles organisations, de par la proximité des équipes, de par la reconnaissance, l'autonomie, enfin, c'est des métiers qui ont du sens, donc c'est déjà quelque chose qui est extrêmement important. C'est des métiers qui ont du sens. Aujourd'hui, est-ce que l'organisation telle qu'elle existe peut permettre vraiment de les valoriser? Non. Donc il faut véritablement évaluer ces nouvelles formes d'organisation, l'impact sur la qualité de service, l'impact sur la qualité de vie au travail et l'impact sur le modèle économique. Et donc pour pouvoir mieux les diffuser. Donc il faut construire une politique plus cohérente en la matière. Et ce que je trouve intéressant en vous entendant, c'est que finalement, la solidarité, elle repasse par redonner la parole à la fois aux gens de proximité, mais à la fois à nos aînés. Parce qu'on a le sentiment qu'on a un système qui a oublié de redonner la parole. Et il n'y aura jamais de solidarité s'il n'y a une parole qui s'exprime. Serge? Oui, complètement. Métier qui a du sens, mais il faut aussi redonner du sens au métier. À un moment donné, on disait souvent « Ah, on peut arriver dans ce secteur-là par hasard, mais on n'y reste pas par hasard ». Mais parfois aussi, c'est tellement difficile où les gens ne s'y retrouvent pas. Alors, il peut y aussi y avoir des gens qui n'ont pas de sens par rapport à ça, hein, ça existe aussi. Mais sinon, les gens ils se disent « Mais finalement, c'est pire qu'une boîte de petits pois. Parce que boîte de petits pois, je peux un peu oublier. » Mais là, c'est les êtres humains. Donc, je ne peux pas oublier que peut-être je fais mal. Et si je fais mal, je me fais du mal à moi aussi. Parce que quand je me regarde dans une glace, je me dis, c'est pas bien ce que j'ai fait, ainsi de suite. Donc c'est vraiment redonner du sens au métier et puis se dire qu'on ne peut pas bien accompagner des gens fragiles si les gens qui les accompagnent sont fragiles. Là, c'est une double fragilisation, quoi. Et donc, ça ne fonctionne pas. Et puis, troisième élément, c'est cette question finalement d'autonomie, de sens. C'est Axel Honneth parlait de la société du mépris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je m'auto-méprise, je me méprise de faire des choses qui ne sont pas bien. Je me dis, mais c'est pas bien ce que je fais, j'aurais pas dû le faire comme ça, et ainsi de suite. Je m'en veux, j'en veux aux collègues, et ainsi de suite. Et donc il y a aussi ça. Et donc, reconstruire quelque chose en écoutant en effet les personnes, en regardant les usages. Tiens, on avait pensé que faire comme ça, oui, mais en fait, les gens font comme ça. Ah bah, c'est pas bien qu'ils fassent comme ça, mais regardons pourquoi ils font comme ça. Peut-être que ça correspond à un usage, un mode de fonctionnement, ainsi de suite, et qu'il faut donc réfléchir ensemble avec les personnes, pas nécessairement toutes seules, pas les laisser toutes seules à réfléchir, ça peut être aussi avec d'autres gens, pour donner aussi un autre regard, pour se confronter à une altérité. Et puis, c'est aussi, écoutez, tu disais très bien, y compris quelqu'un qui est en difficulté neurologique, discuter avec elle. Parce qu'on est quand même, on sort du Covid, pas vraiment, mais en tout cas, ce moment du Covid a été un moment très fortement d'infantilisation. On l'a dit aux plus âgés, alors dès 65 ans, on disait, vous ne pouvez pas sortir de chez vous, et ainsi de suite. Mais globalement, on pense pour les personnes. Il n'y a pas que là, mais en tout cas là, très fortement, on pense pour les personnes, et encore plus pour les gens qui sont en difficulté neurologique, parce que c'est vrai que c'est plus difficile de s'exprimer, c'est plus difficile de penser, et ainsi de suite. Or, mais ces personnes-là restent des citoyens, restent des êtres humains, donc c'est comment, avec elles, en prenant le temps, il y a cette notion de temps qui est extrêmement importante. C'est marrant d'ailleurs, on est dans une société de la longévité, on est dans une société où on vit plus longtemps. Donc on devrait se dire, on a plus de temps. Et en même temps, on veut aller encore plus vite avec les gens, avec cela. Enfin, il y a quelque chose de totalement contradictoire. Il faut accepter le vieillissement, la longévité, la seniorisation de la société, c'est aussi une histoire de temps, s'accorder du temps. Et c'est vrai que si les gens sont bien formés, si les gens se sentent autonomes, si les gens se sentent valorisés, se sentent respectés,
ça se fera logiquement. Je vais prendre plus de temps. Et du coup, les familles se sentent aussi plus rassurées, Oui. pas plus à l'aise avec tout ça. Oui, la personne a pris du temps. Et puis tu le disais très bien, à un moment donné, on dit oui, service à la personne, c'est beaucoup mieux, un EHPAD et tout ça, les gens ne veulent pas. Mais quand il y a 27 personnes différentes à qui vous montrez vos fesses, bah, à un moment donné, on peut aimer montrer ses fesses, mais pas 27 fois. Quoi. Voilà, donc à un moment donné, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que les gens se disent, mais et puis en plus, il y a même la difficulté de reconnaître. Déjà, nous, on croise 27 personnes, on ne les reconnaît pas toujours. Alors quelqu'un qui commence à être un petit peu en fragilité, comment peut-il reconnaître si en plus la personne a un masque et la même tenue? Enfin, il y a aussi tout ça. Donc en fait, c'est remettre de l'humain dans un endroit essentiel. Et tu as utilisé le terme plusieurs fois, de la proximité. Ça ne se pense pas de loin, ça ne se pense pas en surplomb, ça se pense avec les personnes. Et ça me permet de te donner la parole, Paul-Alexis. J'aimerais bien que tu nous expliques déjà ce que c'est cette famille. Parce qu'on vient de prendre des mots importants de proximité, de redonner du sens. Et vraiment, on a découvert là encore avec Myriam et Fabienne ce que vous faisiez. Voilà. C'est quoi cette notion d'accueil familial? Prends un peu de temps pour expliquer parce que je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas qu'on peut faire de l'accueil familial pour nos aînés. Et qu'est-ce que c'est l'accueil familial? Et comment ça redonne des formes de solidarité et redonne du sens au métier? Alors, cette famille, nous, on est sur le dispositif de l'accueil familial. Le dispositif de l'accueil familial, c'est la capacité pour des personnes âgées ou en situation de handicap d'aller vivre dans une famille, chez une personne qui a reçu un agrément du conseil départemental, qui est accompagnée par nos services, qui est formée par nos services, qu'on va sélectionner pour que justement cette personne se sente bien. Notre rôle, c'est de essaimer partout sur le territoire ces petites structures, parce qu'on croit beaucoup à ces relais dans les bassins de vie, au plus proche du besoin des personnes, de ne pas s'externaliser, de ne pas faire quelques dizaines de kilomètres pour venir dans un endroit plutôt collectif. Mais en amont, peut-être que la première étape avant d'aller dans ces établissements, c'est de rester proche de chez soi, dans un chez-soi qu'on a réorganisé, avec le même environnement, amical, social, relationnel finalement. Et donc nous, ce qu'on crée, c'est plein de petites structures au sein des familles. Donc, ce sont des familles d'accueil, des résidences familiales, dans lesquelles peuvent venir de 1 à 3 personnes âgées ou en situation de handicap. Elles sont logées, nourries, blanchies, et le reste à charge est à peu près de 1 200 €. Et juste, mais les profils de ce que je trouve très intéressant, c'est finalement, mais quelles sont ces familles d'accueil, c'est quoi les conditions, et surtout quels sont les gens qui ont envie de faire ça? Et c'est des vieux, ils ont des expériences. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de façon forte? Complètement. Il y a presque un stéréotype de personnes qui accueillent, sans beaucoup d'innovation. 91% des accueillants sont des femmes. Donc c'est vraiment un métier féminisé. Ensuite, la moyenne d'âge, on est plutôt à 55 ans. C'est-à-dire que c'est en 2e ou en 3e partie de carrière qu'historiquement, les personnes devenaient accueillants familiaux. Et on se rend compte, 3e chiffre, d'une étude qu'on a réalisée qui va sortir bientôt, c'est qu'on a à peu près 65%, c'est pas à peu près, c'est 65%, c'est un chiffre précis, 65% des accueillants qui sont issus du secteur médico-social. Donc on voit que ça crée une continuité, un continuum de vocation. Myriam le disait tout à l'heure, ces gens-là s'engagent par vocation. Elles ne s'engagent pas juste pour une raison économique. Quand tu dis issus du secteur médico-social, donc c'est plutôt des anciennes assistantes sociales, auxiliaires de vie, des infirmières. Donc elles retrouvent du sens. Elles retrouvent du sens. Ou elles le maintiennent, j'en sais rien. Elles le maintiennent, elles retrouvent du sens, mais c'est vraiment continuer à vivre sa vocation, mais différemment. On parlait justement du temps. On a un timing qui est de plus en plus parce qu'il y a des raisons économiques qui font qu'il faut qu'on... Bon. Ce n'est pas le cas chez nous. En accueil familial. Pourquoi ce n'est pas le cas dans ce dispositif? Parce qu'il y a une personne qui va prendre le temps de s'occuper de 3 personnes chez elle. Ce n'est pas donné à tout le monde, on ne va pas être angélique, mais c'est une vraie solution, c'est une vraie possibilité. Et je revenais sur ce que Serge disait, je crois que la difficulté, nous on le voit en tout cas quand les aidants nous appellent, ou dans cet environnement un peu de la Silver Eco qu'on voit, c'est que les personnes âgées, il y a une sorte de chosification autour de ces gens-là. On ne leur donne plus la parole, on leur dit il faut leur donner de la place. Non, il faut leur laisser les moyens de prendre la place qu'elles veulent. Ça, ce n'est pas un vœu pieux, c'est qu'au sein de nos familles, par exemple, s'il y a une organisation familiale, parce qu'il y a de la préparation de repas, parce qu'il faut participer à une activité, parce qu'il faut aider aux devoirs, la personne âgée va prendre la place qu'elle souhaite et on va lui laisser. Donc on ne va pas lui donner quelque chose, c'est elle qui va se saisir. Et je crois que la solidarité, ce n'est pas de l'assistanat, c'est aussi laisser les moyens et donner les capacités qu'on puisse soi-même se saisir justement d'un choix ou de plusieurs choix. Et c'est ça l'autonomie, sinon l'autonomie n'a pas de sens. Et au sein des familles, parce qu'il se crée une nouvelle solidarité, tu disais que les gens ont 55 ans, donc ils ont leur propre famille.
Tu peux nous dire comment ça se passe? Est-ce que ça ne bouscule pas la solidarité familiale? Ça ne crée pas une solidarité en plus? Il n'y a pas de la concurrence? C'est ça. Est-ce que ça enrichit ou est-ce qu'au contraire Il peut y avoir de la concurrence entre effectivement son propre papy ou sa propre mamie et la personne qui vient, parce qu'au bout de quelques années, elle fait partie de la famille. Donc parfois, c'est vrai que c'est assez drôle de voir ça. Il y a des petits-enfants qui se confient plus aux personnes qui sont accueillies qu'à leurs propres parents, par peut-être peur aussi du regard. Donc c'est assez amusant. Mais il y a une réalité, c'est que les personnes font ancrage dans cette famille-là, que c'est un projet de vie. On ne se projette pas en accueil familial, on ne devient pas accueillant familiaux comme ça sur un coup de tête. Ce n'est pas à l'emporte-pièce. Il y a une vraie réflexion familiale et les gens qui s'engagent, les accueillants qui s'engagent en accueil familial, qui sont issus du secteur médico-social, on fait intervenir les enfants, on fait intervenir souvent le mari dans cette décision, parce qu'il y a un projet philosophique aussi derrière de dire peut-être que mes enfants, c'est une famille sur deux qui a encore des enfants à domicile, qui accueille, qui a encore des enfants à domicile. Donc il y a vraiment une solidarité intergénérationnelle qui se met en place. Et c'est de se dire, peut-être que mes enfants, au contact de ces personnes âgées, vont aussi s'enrichir. Voilà. D'ailleurs, tu dis 91% sont des femmes, mais finalement, ce n'est pas vraiment ça. Parce que ces femmes en question, il y a souvent un compagnon et puis il y a des enfants. Tout à fait. Donc finalement, c'est 100% sont une forme de famille, quoi. Et avec cette idée de se dire, ces gens-là qui viennent vont rajouter, ils ne vont pas prendre de la place, on ne va pas devoir se pousser, ils vont rajouter quelque chose. Ça aussi qui est intéressant, parce que derrière ça, il y a cet élément-là. Est-ce que le vieux, c'est un truc en plus? Tu avais dit tout à l'heure inactif. Est-ce que finalement c'est une charge? Est-ce qu'on le vit comme ça serait quand même mieux? Inactif entre guillemets. Hein, non, mais c'est pour ça qu'on reviendra sur le terme. Voilà. Mais il y a quand même ça, c'est une charge, c'est un coût. Très souvent, on perçoit cette question-là sous le côté contrôleur de gestion. Il faut rappeler aux gens, mais dis donc vous-même, vous avez des parents, vous êtes contents qu'ils soient encore vivants, des choses comme ça. On rappelle qu'en 1900, l'espérance de vie était de 46 ans, ainsi de suite. Une fois, avec des gens qui étaient députés, j'aurais dit voilà, c'est un coût, c'est une charge et tout. Je dis il y en a combien qui ont plus de 46 ans? À ce moment-là, il y en avait beaucoup, beaucoup. Je dis en 1900, vous seriez tous morts. Donc la longévité, c'est d'abord une chance. Et se dire que ces gens plus âgés, c'est-à-dire nous demain, les accueillir, c'est élargir. Ce n'est pas perdre des droits pour nous, c'est élargir nos droits. Et par exemple, ces enfants, peut-être qu'en discutant avec l'une de ces personnes âgées accueillies, elle va comprendre d'autres choses de l'histoire, peut-être des maths, peut-être de je ne sais quoi, parce qu'un de ces vieux sera peut-être mieux expliqué qu'un des grands-parents ou un des parents. Donc c'est un plus, c'est ça aussi qui est fascinant dans cette démarche. Tout à fait. Si je puis me permettre, juste avant le confinement, je suis allé à Bruxelles, il y a le musée de la bande dessinée. Je suis tombé sur une planche de Peyo, qui est le fondateur des Schtroumpfs, et je ne sais pas si vous connaissez cette bande dessinée qui s'appelle Benoît Brisefer. C'est un petit qui a énormément de force, qui est très vigoureux. Oui, j'ai essayé de lui ressembler dans le temps, mais je n'ai pas réussi. Qui a des pouvoirs un petit peu surnaturels. Et dans un parc, lors du premier album, il se lie complètement, il se noue d'amitié avec Madame Adolphine, qui est une personne âgée. Bon, on se dit, ça date déjà, ça fait une trentaine d'années que ça existe, cette bande dessinée. Qu'est-ce qui s'apporte? Eh bien, lorsque Benoît Brisefer, donc le héros de cette bande dessinée, est malade, il perd son pouvoir, il devient très triste. Donc d'un côté, il aide les courses de Madame Adolphine quand il est fort, mais la première personne qu'il vient voir quand il n'est pas bien, c'est cette personne âgée, c'est Madame Adolphine, et qui vient justement pour lui donner un peu de réconfort. Je crois que c'est ça aussi qu'on peut réussir à faire en accueil familial. Et ça rejoint un peu ce que tu évoquais, Fabienne, parce que dans votre mode d'organisation, vous devez créer des liens très, très riches, très forts avec les personnes que vous accompagnez. Oui, c'est très important. On ne peut pas faire ce métier si on n'arrive pas à créer du lien avec les gens qu'on accompagne. C'est vraiment impossible. Et on parlait de temps. Dans notre organisation, on milite pour faire des interventions de minimum 2 heures. Pourquoi 2 heures? On ne peut pas s'occuper de quelqu'un qui a des troubles cognitifs, qui est lent dans le geste, lent dans les manières. Arriver, on a 1 heure, le midi ou le soir. Faire le change ou pas, lui donner à manger, l'installer pour se coucher en 1 heure. Moi, en 1 heure, je peux le faire parce que oui, moi, prendre ma douche, m'habiller, 30 minutes, moi, parce que j'ai la trentaine. Enfin, imaginez... sans avoir le temps de faire les cheveux. Oui. Mais imagine quelqu'un qui a 80 ans, qui est très dépendant, je ne vais pas lui donner à manger, je vais la gaver. Et le but, ce n'est pas de gaver les gens. Comme Myriam l'a dit tout à l'heure, nous devons être bienveillants envers les personnes qu'on accompagne, mais les gens devraient être bienveillants à notre égard. On ne peut pas nous céder 1 heure pour accompagner des gens qui ont des troubles très très forts. Moi, j'aime beaucoup la méthode de cette famille. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui souhaitent finir leur vie à domicile, si c'est possible. Et aujourd'hui, si on est seul à la maison parce qu'on est isolé, ah, c'est pas sécurisé pour maman, tu sais, ah, c'est dangereux, ah, si elle sort, tu sais, il n'y aura personne pour aller la chercher. Si on a l'alternative de les mettre dans d'autres familles et qu'elles restent en famille et qu'elles puissent finir leur vie en famille, mais c'est extraordinaire.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit continuer à privilégier les métiers du domicile. C'est un métier que les gens ont tendance à oublier ou à ne pas valoriser ou à ne pas connaître. Je pense qu'il est temps de reconnaître, de connaître les métiers du domicile, de les valoriser parce que vraiment, les gens souhaitent finir à domicile et pour certains, ce n'est pas possible de finir tout seul. Je voudrais revenir sur cette notion du temps, parce que ça paraît tellement évident qu'il faut du temps. Est-ce que tu as eu le sentiment dans le rapport qu'on avait, le temps était chronométré, qu'il y avait du temps, où il y avait des gens qui intervenaient un quart d'heure, une demi-heure, est-ce que donc la méthode taylorienne? Non mais on a vu, le travail à la chaîne, ils nous l'ont presque toutes et tous dit, toutes dit surtout. C'est une réalité, quand on voit en plus la sinistralité dans ce secteur, le taux de fréquence des accidents du travail, c'est 100 pour 1000 salariés, lorsque la moyenne en France, c'est 34 pour 1000 salariés. Et dans le bâtiment, c'est 60 pour 1000. Donc c'est le pire. On ne peut pas faire pire. On a une sinistralité record dans les métiers du grand âge. Pourquoi? Et il faut juste rajouter sur la sinistralité, que je le dis à tous ceux qui nous écoutent, un point de sinistralité, c'est 1,5 point de masse salariale. D'absentéisme. D'absentéisme. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc si vous diminuez l'absentéisme parce qu'on a une politique QVT forte, vous avez un retour sur investissement tout de suite. C'est l'orthopédiste qui se permet de le dire. Mais complètement. Donc, quelle est leur première revendication? C'est ne pas avoir à choisir entre faire vite et faire bien. C'est quand même cette réalité-là aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu, même encore sur certains départements, c'est en train de bouger, mais des interventions de 15 minutes. Donc, non, 15 minutes. 15 minutes, on a eu ça. Alors, on nous dit c'est juste pour baisser les volets. Mais enfin, ça veut dire qu'ils ne parlent même pas, quoi. Le but, quand on vient le matin, il ne faut pas croire que à l'envie et les structures qui aujourd'hui se sont mis dans ces nouveaux modes d'organisation sont le système le plus utilisé dans notre pays. Ce n'est pas cette réalité-là, vraiment. Nous avons beaucoup de professionnels qui font beaucoup de kilomètres, qui ont des horaires fragmentés, qui peuvent rester 4 heures entre deux missions dans leur voiture parce qu'elles n'ont pas assez de financement pour mettre l'essence. Je veux pas vous donner une image assez apocalyptique de ces métiers, mais il y a aujourd'hui une attente extrêmement forte et on l'a vu pendant malheureusement la crise que nous venons de traverser, Fabienne pourra en témoigner, obtenir des masques dans les pharmacies, ça a été la croix et la bannière. On a milité pour une carte professionnelle, on a milité pour un macaron, pour qu'on puisse... Des petites choses, mais je pense que la dignité des métiers est liée à la fierté professionnelle. Et aujourd'hui, il y a un gouffre entre le sens profond du métier qu'elles ressentent et la fierté de le faire et l'indivisibilité, finalement, dans le champ public, la manière dont nous parlons tous de ces métiers. On dit souvent, vous êtes aide-ménagère. C'est le fait de ne pas connaître le métier. Voilà. Et de ne pas le reconnaître, donc c'est beaucoup plus simple. Pourquoi 59 certifications ou qualifications différentes? Comment, dans les dîners, elles peuvent dire, voilà, quel est mon métier? C'est auxiliaire de vie, accompagnant éducatif et social. Il y en a 59 certifications différentes. C'est cette réalité-là que nous avons essayé de pointer. Et il y a des réponses à cela. C'est-à-dire la capacité, déjà, améliorer les conditions d'emploi et de rémunération. Je pense que là, maintenant, il y a un fort consensus pour qu'on le mette en œuvre et que, dans le lien entre l'État et les départements, ça s'accélère. Deuxième élément, les qualifications. Aujourd'hui, on ne veut pas de personnes qualifiées parce que ça coûte trop cher. C'est quand même aussi une réalité que 30% des départements respectent l'avenant 36 sur les indemnités kilométriques. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal de dire à des salariés qui resteront entre 9 à 11 ans au SMIC? Voilà, pas de perspective d'évolution. Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut mettre autour de la table et c'est comme ça que nous améliorerons aussi la qualité de service. Et donc en fait le sujet de fond, c'est que si on veut avoir une société très solidaire de nos aînés, notre société elle doit être très solidaire des personnes. La clé de voûte, c'est les professionnels. C'est les professionnels, c'est un sujet clé. Et est-ce que le Covid, on a commencé à évoquer un peu le Covid, est-ce que ça vous a bousculé dans de nouvelles pratiques? Beaucoup. En plus, en moins, oui, on se fait Fabienne? Alors, le Covid a bousculé beaucoup de nos pratiques, mais le Covid a révélé une solidarité très, très large. Moi, je félicite beaucoup les jeunes étudiants parce que j'ai remarqué qu'ils se proposaient beaucoup pour faire les courses, pour les personnes âgées, pour venir leur apporter des choses, pour aller à la pharmacie, chercher des médicaments pour qu'ils ne soient pas en rupture. Mais le Covid, ce qu'il a vraiment changé dans la méthode de travail, c'est que déjà, on ne prend pas le transport. Donc, on marchait énormément. Ensuite est venue l'histoire des masques, une vraie galère. Comment on peut aller travailler en étant près de ces personnes? Mais quand je dis près, parce que c'est des gens qui ne comprennent pas pourquoi on a un masque et tout,
on a l'habitude de les embrasser quand on arrive, parce que oui, c'est très familial, c'est comme ça. Il y a le lien qui est créé, ils sont rassurés. Et tout d'un coup, on arrive, ah, aujourd'hui, Philippe, je ne peux pas t'embrasser. Mais pourquoi? Il y a le Covid. C'est quoi le Covid? C'est une grippe qui tue, le temps d'expliquer. D'accord. Ensuite, il faut les masques. Nous, on n'a pas de masques. Tu te rappelles? J'étais venue à lui donner les circulaires de l'ARS pour qu'elle les présente aux pharmaciens. Non. Je me présente à la pharmacie parce que on a reçu le circulaire qui dit on a le droit d'avoir 9 masques. Non, madame, vous n'avez pas le droit, c'est pour les infirmiers et les médecins. Ça a commencé comme ça. J'ai reçu les circulaires, on le présente, toujours non, ou bien il faisait simple, on n'a pas de masque à vous donner. Oui, mais sauf que quand on a du temps et qu'on peut se pointer devant la pharmacie à attendre et qu'on voyait d'autres personnes sortir avec des masques, c'était très frustrant. Et je me dis, mais c'est pas possible. Moi, je vais travailler. J'arrive même avant l'infirmière. Hein? OK? Et moi, je n'ai pas de masque. Et comment je vais travailler dans des conditions comme ça? Qui peut travailler dans des conditions comme ça alors qu'à la télé, partout, vous recevez un circulaire où c'est bien marqué auxiliaire de vie, vous allez à la pharmacie, le pharmacien vous dit non. J'ai rien contre les pharmaciens, peut-être que certains n'ont pas reçu l'information. Tu ne les as pas sentis très solidaires là? Non, là, non. Il y a une pharmacie, oui, là où j'ai pris mes masques, la personne n'a même pas attendu, oui, là, mais au début, ils n'étaient pas très solidaires. Après, ils ont compris. Et ça leur a été retiré de toute manière. Après, ça s'est passé par la DASES et c'est passé par les mairies, mais ça leur a été retiré. Je reviens sur les côtés des étudiants. Et le fait qu'il y ait des jeunes qui viennent découvrir ces métiers, puisqu'ils devaient les découvrir pour un certain nombre, est-ce que finalement ça a permis de rebooster, entre guillemets, les écoles en disant qu'il y a des gens qui vont dire tiens, c'est un métier qui a du sens? Au fait, moi, vous sentez que vous avez créé des vocations de gens qui découvrent les métiers ou sincèrement, au début, je me suis dit, ils s'ennuient. Ils sont enfermés, ils ont besoin de sortir. Mais par la suite, ce n'était pas ça. Je pense que quand on a un grand-père, une grand-mère et qu'on la voit enfermée, qu'on l'aide, on se dit « Ah, il a une voisine, elle a une voisine » et c'est venu spontanément. Moi, ça m'a réconfortée parce qu'aujourd'hui, quand on parle de nos métiers, on nous répète tout le temps, et ça, on l'a tous entendu, « Ah, c'est des métiers faits par des femmes en seconde partie de carrière. » Là, c'est des jeunes qui ne sont pas en seconde partie de carrière. C'est des jeunes, c'est vraiment des tout jeunes qui se proposaient pour le faire et qui le faisaient gentiment. Et c'est des jeunes qu'on croisait plus, ces fameux jeunes qui apportaient des courses pour madame un tel, monsieur un tel, qui faisaient beaucoup de choses pour ces gens. Et c'est très réconfortant de voir qu'ils ont, spontanément, ils se sont proposés. Ils n'ont pas attendu qu'on leur dise ou qu'on leur impose. Non, ça s'est fait spontanément. Cette solidarité, elle est née naturellement. Et moi, je les félicite beaucoup pour ça. Juste avant de passer à la parole politique, Serge, à écouter, est-ce qu'il y a dans cette solidarité, les aînés, la solidarité, il n'y a pas un sujet générationnel? C'est-à-dire qu'est-ce que finalement, ce n'est pas la jeune génération, ce n'est pas l'intergénérationnel où il y a une véritable solidarité, et qu'est-ce que c'est pas, est-ce qu'il n'y a pas un conflit, la génération d'aujourd'hui, des 50-60 ans, est-elle vraiment solidaire nos aînés ou le vivent-ils comme plutôt une charge, alors que la jeune génération, peut-être plus insouciante ou plus libre, le vit beaucoup plus comme un échange et comme une possibilité d'utilité? Est-ce que tu penses que c'est pareil pour toutes les générations ou pas? Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a eu un discours, mais comme très souvent, quand on ne sait pas comment opposer les gens, on dit allez, on va trouver l'histoire des générations. Alors que l'opposition, elle est sociale, elle est culturelle, elle est tout ce qu'on voudra, mais elle est justement pas intergénérationnelle. Parce que les gens y croient, parce qu'ils le vivent. Parce que si ce n'est pas mon propre grand-père, c'est un autre, mais finalement, il me fait penser à mon grand-père. Un peu comme à cette famille, je suis à côté de quelqu'un, ce n'est peut-être pas mon grand-père, mais je lui parle, voilà, parce qu'il y a ce truc-là, et on réagit par rapport à ça. Et il y a une partie, pas tous, évidemment, mais il y a une partie des jeunes, c'est marrant parce qu'on a voulu aussi attaquer, par exemple, les jeunes, ils ne portent pas le masque, c'est à cause d'eux, ou d'autres disant, c'est à cause des vieux qu'on arrête l'économie. On a voulu comme ça opposer les générations, mais c'est une opposition du haut. C'est-à-dire que les gens, quand ils le vivent, c'est en effet tel étudiant qui a peut-être jamais parlé à Madame Denise qui est sur son palier, et puis là, qui d'un seul coup va quand même toquer, voir si Madame Denise, vous avez besoin que je vous fasse les courses. Et du coup, ils ne vont pas devenir les meilleurs amis du monde tout le temps, mais n'empêche qu'il y a une espèce d'échange comme ça. Peut-être qu'à un autre moment, c'est Madame Denise qui aidera. Et je crois que c'est aussi, on a beaucoup parlé de famille, c'est quand même marrant. On est rentré dans une période où c'était famille je vous hais, les familles c'est fini, c'est ringard et tout ça. Et ce qu'on voit, c'est que non. Ce qui fait tenir aussi les solidarités, c'est cette notion de famille. Alors la famille, on peut élargir, après on en fait un peu ce qu'on veut, mais il y a aussi là quelque chose de très très fort. Et je crois que le moment Covid, cette catastrophe covidienne incroyable, elle a aussi fait ressortir, mais comme dans toutes les mauvaises périodes, il y a les salauds, il y a les gens géniaux, et puis comme disait Primo Levi, entre le noir et le blanc, il y a plein de nuances de gris. Et donc là, on a vu aussi plein de gens un petit peu différents, qui à un moment donné allaient aider, qui à un autre moment donné avaient peut-être plus peur. Mais loin d'opposer les générations, ça a plutôt même rapproché, puis aussi prendre conscience. Se dire, mais en fait, il y a deux grandes prises de conscience.
des familles. La première, c'est le boulot de prof, le boulot d'instit, c'est quand même pas si facile que ça. Les 3 mois de vacances, tout ça, dit parfois par des gens qui, avec tous les RTT, ont aussi 3 mois de vacances, mais ça, c'est un autre sujet. C'est quand même super dur de s'occuper de ces gosses tout le temps, donc un peu moins. Et puis l'autre élément, c'est de dire, mais les parents, avant, ils s'occupaient de nos petits-enfants. Là, on en a besoin. C'est-à-dire reconnaître aussi, ça a émergé aussi quelque chose autour justement de l'utilité, de formes diverses. Tu te souviens, on avait fait tout un travail sur la question de l'utilité, en montrant qu'il y a une utilité symbolique qui est celle de la transmission. Le grand-père, la grand-mère qui explique des choses aux petits-enfants. Il y a ça, mais il y a aussi une utilité très très concrète. Je vais chercher les enfants, et ainsi de suite. Et donc, on a vu que tout ça, en fin de compte, il y a plein de gens qui l'ont redécouvert. Pour l'anecdote, il y avait quelqu'un qui me disait, mais un politique, qui me disait, mais tu te souviens, on a fait les étés généraux de la seniorisation. Puis j'avais un politique en ligne qui me dit, mais les plus de 70 ans, plus de 75 ans, c'est quoi, il y a 1 million au moins. Il y a 6 millions. Demain, il y en aura 12. Et là, ah ouais, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi une prise de conscience de plein de gens qu'on ne parle pas d'une petite minorité dans un coin. On parle de plusieurs millions de personnes. Et demain, il va y avoir une explosion de tout ça. L'avenir, la croissance, on cherche toujours l'avenir, la croissance démographique, ce n'est pas les jeunes, c'est les vieux. Et donc, comment aussi, et derrière tout ça, tout ce qui a été dit, c'est aussi quel regard on porte. Si on dévalorise les vieux, c'est normal de dévaloriser les métiers autour des vieux. Si on valorise les vieux, et valoriser les vieux, c'est aussi travailler, dans le rapport tu en as parlé, c'est cette notion de, puisque ce sont des métiers, il faut aussi, pour que ces métiers soient valorisés, en parler avec les enseignants. Bien sûr. Que ce ne soit pas, elle est vraiment incapable de rien faire, on va lui proposer de s'occuper du cul des vieux. C'est quand même ça. Mais non. Et, voilà. Et se dire, je le valorise, du coup, je valorise aussi les personnes à qui je dis, il y a peut-être des métiers qui pourraient t'intéresser parce que ta manière d'être avec les autres, ainsi de suite. Valoriser finalement les critères d'émotion, valoriser l'intelligence de la relation à l'autre et pas juste la capacité à faire du contrôle de gestion. Je te donne la parole. Juste, tu parlais de l'utilité. Effectivement, j'ai vu que la Fondation Cordon que tu présides a sorti un rapport extrêmement intéressant sur la notion de l'utilité de nos aînés, extrêmement riche d'informations parce que ce mot utilité, solidarité, utilité, c'est vraiment deux mots finalement où il y a une association. C'est ça. Et on a tous, quel que soit notre âge, quelle que soit notre fonction, quelle que soit notre situation de santé, on a besoin de se sentir utile d'une manière ou d'une autre. Et le plus handicapé qu'il soit, le plus malade qu'il soit, il a une utilité, ne serait-ce que de nous forcer à le regarder et à s'interroger sur notre propre rapport à la fragilité. Et à créer du lien social, souvent. Voilà. La période Covid. Alors nous, ça a été assez fantastique, ce qui est assez paradoxal, mais pour 2 raisons. La première raison, c'est que les accueillis dans nos familles n'ont pas forcément senti le poids du confinement, puisque finalement, ils sont restés dans leur environnement classique, avec les personnes, dans la maison, donc pas de confinement brutal. Et la deuxième chose qu'on a pu très quantitativement analyser, c'est l'intensification des liens avec les enfants et les petits-enfants. C'est la digitalisation des liens, mais pas au détriment du lien humain. C'est qu'en fait, une partie des gens qui n'avaient plus de contact avec mamie ou papy, parce que les médias finalement en parlaient beaucoup, se sont dit, mais oui, c'est vrai, il y a mamie, il y a papy. Et donc, ce sont les petits-enfants qui, en prenant des outils digitaux, assez classiques et qu'on connaît tous, qui ont pu reconnecter leur famille avec la personne qui était accueillie. Donc, en fait, ça a accéléré considérablement les liens digitaux, la digitalisation dans nos familles, ce qui est très positif pour nous, puisqu'on a réussi à intensifier comme ça les relations entre les accueillants et la famille naturelle. Je pense à Famille Léo, genre de Exactement. qui ont été mis en place. Et qui donnent des nouvelles, et finalement c'est assez simple. Et c'est pour ça qu'on parlait de gap générationnel. Il y a effectivement les petits-enfants aujourd'hui qui se saisissent de plus en plus de ces sujets-là et qui vont dire aussi à leurs parents, bah, attends, on va faire une visio avec papy. Et nous, on a vu qu'il y avait plus de 33% de relations, donc de visio, entre les petits-enfants et les personnes qui étaient accueillies. C'est quand même considérable. Donc ça a été finalement une période assez positive malgré tout, et je ne veux pas du tout choquer en disant ça, mais pour nous, en termes de lien social, ça a été très positif. Et Myriam, cette période Covid, par rapport même au timing du rapport, il y avait quand même eu des choses beaucoup pendant le rapport. Est-ce que ça changerait un certain nombre d'éléments, de recommandations que tu as faites? Il faudrait rajouter, renforcer un certain nombre de points. Il y a des points nouveaux qui sont apparus. Comment ça réinterroge? Non, c'est le rythme. Il faut accélérer. Enfin, cette période de Covid a montré qu'il fallait accélérer et que ce plan métier devait impérativement sortir. Ça, c'est un point important. Il y a eu quand même, pendant cette période, beaucoup d'EHPAD bashing. Moi, j'ai eu des témoignages, notamment d'aides-soignants dans des EHPAD, qui avaient le sentiment que les applaudissements à 20h étaient pour les hospitaliers et qu'eux, finalement, ils étaient traités d'assassins. Voilà, donc il faut quand même qu'on se dise les choses. Il y a eu un moment où il y a eu ce ressentiment, en tout cas, de façon un peu forte. Je dis qu'il faut accélérer. Alors, il y a des choses qui ont été faites, qui ont déjà été mises en place dans le rapport, mais il y a 59 mesures. Je ne dis pas qu'elles sont toutes importantes et toutes au même niveau.
Je pense que la suppression du concours d'accès au métier d'aide-soignant, hier on faisait une réunion avec l'ensemble des régions de France, donc il y a plus de monde aujourd'hui dans les écoles, donc c'est quand même une bonne chose, parce qu'on avait quand même, on partait de 25% de candidatures en moins. Il en va de même sur le métier d'auxiliaire de vie, donc il y a plus de monde. Après, on a été dans un moment où la santé humaine était la priorité, et la vie humaine et la santé étaient la priorité. Donc, si ça a pu créer quelques vocations, je pense qu'il faut tout de suite travailler sur les autres chantiers. Le Ségur de la santé a permis de donner, notamment pour certains professionnels du secteur, des éléments, notamment en termes de rémunération, qui sont importants. On attend leur transposition dans le secteur associatif et dans le secteur privé. Il reste quand même la question des aides à domicile, où là, on attend des mesures assez rapidement. Ce qui est quand même un paradoxe, parce que finalement, la grande majorité des aînés sont à domicile. Finalement, quand on regarde les chiffres, c'est 8% des aînés qui sont dans l'établissement médico-sociaux, enfin, qui vivent dans des structures. Donc en fait, l'enjeu majeur, il est quand même le domicile. Tout à fait. Et la qualification des personnes qui interviennent à domicile. C'est un enjeu majeur parce que, comme l'a dit Fabienne, il y a aujourd'hui des troubles cognitifs pour les personnes qui sont aussi au domicile. Et donc, il convient bien sûr de pouvoir avoir aussi une formation qui permet de bien prendre cela en compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne sait pas valoriser l'accompagnement, ce qui fait lien. C'est ça le sujet, c'est la place des métiers du secteur du prendre soin. Et c'est cette approche-là qu'il faut aujourd'hui valoriser. Et pour cela, c'est aussi être en capacité de faire travailler on va dire le médico-social avec le secteur de la santé. Là aussi, on a bien vu que sur la prise en compte de la parole des auxiliaires de vie, leur prise en compte de leur parole, de ce qu'elles pouvaient noter, n'était pas toujours pris en compte non plus par le corps médical. Donc c'est aussi... Là, je te trouve y aller avec des gants. C'est pas parce que je suis docteur, tu peux y aller cash. Non mais, je suis cash. Mais tu peux y être. Mais c'est vrai, c'est un sujet. C'est un sujet effectivement majeur. Fabienne le sentiment, c'était d'être en bas de l'échelle sociale, bouche-trou, pas reconnu, ne plus avoir à choisir entre faire vite et faire bien. Voilà les paroles que la parole ne compte pas. Pendant... Et que la parole ne compte pas. Et que la parole ne compte pas, alors même qu'ils sont dans cette proximité-là. Donc c'est ça qui est important. Mais, tu vois, j'ai fait mon introspection en travaillant avec vous, mais je me suis rendu compte que je suis chirurgien, j'ai fait beaucoup de visites. Alors la manière dont tu t'occupais des aides-soignantes et des auxiliaires de vie. Mais j'ai honte de moi. J'ai honte de moi parce que je me permettais de faire des interruptions de tâches, comme si moi je faisais la vigile, je suis le docteur, alors qu'on rentre dans la chambre, tu as connu ça. Et voilà, et je peux déranger. Et j'ai vu que dans un élément de stress, on a travaillé beaucoup sur la QVT avec NES et la MNH, on a travaillé sur les éléments de stress. Et bien, un élément de stress majeur, c'est les ruptures de tâches. Nous sommes des pourvoyeurs de ruptures de tâches, les docteurs, absolument, mais c'est incroyable. Bon. Et deuxièmement, quelle parole on donne? Car on parle éventuellement avec l'infirmière, avec l'interne, mais la parole de la personne qui est au plus proche, qui fait les confidentes. Et avec en plus quelque chose que j'ai découvert, c'est que finalement, en plus, le malade, il va dire un peu les choses à l'infirmière, au docteur, il ne va pas oser, il va engueuler. C'est l'aide-soignant qui en prend pour tout le monde. C'est-à-dire que finalement, le mécontentement potentiel, il s'exprime forcément aux gens avec qui on est le plus proche. Et je pense que tu poses un problème de fond majeur, qui est effectivement cette solidarité au sein même des professionnels et entre le champ du sanitaire et du médico-social. Et pour une meilleure prise en charge. Oui, je ne sais pas comment vous réagissez. Mais en fait, il y a déjà un gros problème, et Serge l'a souligné tout à l'heure. Il ne faut pas envoyer n'importe qui dans des métiers de proximité à domicile. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Ça, je l'avais déjà dit, Myriam, lors des auditions. Arrêtez dès que quelqu'un n'a pas de travail. Arrêtez dès que quelqu'un est licencié ou quelqu'un n'est plus apte pour rester à l'école parce que il est en rupture scolaire. Allez hop, on va t'orienter vers les métiers du domicile, on va t'orienter vers les métiers des personnes âgées. Pardon. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Déjà, il faut commencer à trier des gens qui ont de l'empathie, qui ont de la patience, des gens qui savent écouter et les orienter vers ce métier. Moi, je n'aime pas être avec les vieux. Pourquoi vous m'envoyez là-bas? Mais je ne vais rien faire. Ce n'est pas un boulot alimentaire. Ça l'est pour certains, ça ne l'est pas pour nous qui en avons fait une vocation. Et c'est désolant de voir des gens qui font ce métier alimentaire, mais c'est pour ça qu'on n'est pas valorisé. C'est pour ça, parce que quand tu arrives chez ta maman et que tu vois que l'auxiliaire s'occupe pas bien d'elle ou l'aide-soignante, mais tu penses que tu as envie de payer pour ça?
tu payes un service et quand tu viens, tu refais tout derrière, mais parce qu'on a poussé des gens qui n'aiment pas ce métier, mais parce qu'ils n'ont pas de travail. Il faut bien manger quand on a des enfants, quand on a une famille derrière, il faut chercher du travail. Mais arrêtez, s'il vous plaît, de les orienter vers ces métiers. C'est une catastrophe pour nous, parce qu'on continue à subir quelque chose qu'on n'a pas à subir. On paye pour les autres. Mais c'est bon, on est en 2020, on en a marre là. Ça suffit maintenant. Le message est clair, Fabienne. Oui, non, c'est bon maintenant. Et d'ailleurs, dans le rapport... C'est super. Vas-y. Non, d'ailleurs, dans le rapport, ce qu'on a préconisé ensemble, c'est qu'on mette en place des plateformes départementales à l'échelle de tous les départements, qui sont des vrais sas d'orientation pendant une semaine, où on va tester l'appétence des personnes, le savoir-être, et c'est à partir de là, derrière, qu'on va emmener vers la formation. Autrement, ça ne marchera pas. On paie des formations pour des personnes qui vont les abandonner ou pour des personnes qui vont très vite quitter le métier. Parce que finalement, c'est des métiers beaucoup plus de la relation que des métiers techniques. C'est des métiers de la relation, du lien, et c'est pas le problème technique. Le technique, c'est le plus facile. Mais même, je dirige un master qui forme des directeurs d'établissements de santé à l'INSEC, dans une école de commerce. Et pareil, je discute et tout, je dis, allez voir d'abord. Bien sûr. Allez-y. Des mises en situation. On peut ne pas aimer, on peut. Voilà, il faut vérifier ça. On n'est pas tous. Mais c'est comme le bénévolat. Les gens, je vais être bénévole. Ben oui, mais je vais aller aider les autres. C'est qui les autres? Enfin, je peux être mal à l'aise avec des gens qui ont tel ou tel problème. Si vous êtes mal à l'aise, les autres ils vont le voir, vous ne serez pas bon. Donc il y a besoin de ça. Et finalement, c'est valoriser quelque chose qu'on ne valorise pas assez. C'est juste l'intelligence émotionnelle des gens. L'accueil familial, tout le monde n'est pas fait pour. Déjà, tout le monde n'a pas le lieu pour. Mais après, il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour aller travailler dans ce secteur-là. Et on dévalorise les métiers, mais du coup, on dévalorise aussi entre vous. Parce que dans une équipe, si on a 2 qui font ça parce qu'il faut bien faire quelque chose et qui n'en ont rien à foutre, et ben les 6 autres, à un moment donné, ils payent pour les 2 autres. Mais du coup, il se crée une mauvaise ambiance. Donc, il y a aussi besoin de partager un minimum je dirais même un maximum de valeurs communes. Oui, Paul-Alexis. On parlait de solidarité, locale, territoriale, entre les acteurs, mais il y a une solidarité qu'on n'a pas forcément abordée, qui est pourtant fondamentale et sur laquelle je me heurte au quotidien, c'est la solidarité entre le public et le privé. C'est-à-dire que nous, on a aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on existe, on a 5000 accueillants familiaux qui représentent 10 000 places réparties assez harmonieusement partout en France. J'attends toujours la réponse à 2 mails que j'ai envoyés pendant le Covid pour savoir si les accueillants pouvaient avoir des masques. Donc finalement, on sait que ça a été fait par une circulaire qu'on a eue ensuite de façon impersonnelle 1 mois après, mais j'attends toujours la réponse à ma question, est-ce que les accueillants peuvent avoir des masques? Donc, et en fait, pourquoi? Parce qu'il y a une idéologie parfois qui est assez malsaine, qui est de dire ce sont des gens du privé. Alors on est, je précise, entreprise d'économie sociale et solidaire. Notre objectif n'est pas juste d'aller porter de la rentabilité, mais c'est bien d'aller créer de la valeur sociale. Et aujourd'hui, malheureusement, on sent qu'on peut se heurter à une administration, malgré l'envie et la volonté des élus. Et donc on se retrouve confronté à des murs qui nous empêchent d'avancer. Aujourd'hui, on a 5000 accueillants, mais on sait très bien qu'en enlevant des leviers, en faisant des passerelles entre justement les acteurs du domicile, entre les formations du domicile et les accueillants, on pourrait allègrement monter à 50 000 accueillants familiaux. Ce n'est pas du tout un chiffre déconnant. Il y a 700 000 personnes qui sont en établissement, il y a je ne sais plus combien de personnes, mais ça se compte en millions, qui sont encore à domicile et il faut les aider et les accompagner pour qu'ils restent parce que c'est leur choix. Mais malheureusement, parfois, elles sont seules, donc il y a un isolement qui tue. Et puis, les logements ne sont pas forcément adaptés. Et donc, il y a des solutions intermédiaires à trouver, mais pour ça, il faut qu'on travaille main dans la main avec les acteurs publics. Donc ça, c'est vraiment la solidarité, elle est aussi à ce niveau-là. Et elle est peut-être, parfois, moi, en tant qu'entrepreneur, je peux avoir une frustration à ce niveau-là. Un petit point sur l'Europe, tu évoquais l'Europe. En France, donc on voit une potentielle montée en charge. C'est ce principe de l'accueil familial, c'est un truc français. Il y a des pays européens qui sont très en avance sur le sujet. La France est le pays qui a légiféré, alors ce n'est pas une surprise, mais le plus sur ce dispositif. Et donc, on a des choses qui existent, des dispositifs, notamment en Italie, où il y a le système de la badante. Ce sont des gens qui viennent plutôt des pays de l'Est et qui viennent ensuite s'occuper de personnes assez âgées en Italie pendant 4-5 ans avant de retourner au pays. Mais ça se fait un peu sous le manteau, ce n'est pas forcément une économie pas déclaré. Voilà, qui est forcément bien serrée. Et nous, en tout cas, on a velléité, on a été contactés, c'est un peu une avant-première, mais on va aller s'installer en Allemagne d'ici l'année prochaine parce qu'on a les mêmes besoins. En Allemagne et en Pologne, on a les mêmes besoins. Il y a une classe moyenne qui émerge, qui est importante, qui a déjà émergé, mais qui est vieillissante, pour lequel les établissements collectifs ne sont pas forcément la solution à tout. Donc nous, on travaille main dans la main avec les établissements collectifs, on n'est pas du coup concurrents, mais c'est plutôt dans un cadre de parcours choisi. Et donc en Allemagne et en Pologne, il y a vraiment un potentiel ici, et ça n'existe pas. Et à l'inverse, en Angleterre, la loi du travail peut-être aidant plus simplement, ce sont des personnes qui vont au domicile et qui les accompagnent
pendant des durées de 24 heures et qui se suivent, mais qui est favorisé par un droit du travail sur ce segment très précis, plus simple. Ce qu'on appelle le baluchonnage. Mais C'est ça, une sorte de baluchonnage. est-ce que je voudrais juste dire, on parlait d'interdépendance tout à l'heure, puis tu disais l'opposition public-privé, tout ça. Puis parfois on a tendance à opposer un peu le chez-soi à la maison de retraite. Mais tout ça est quand même une vaste connerie. C'est-à-dire qu'il y a une continuité des choses. Bien sûr. On peut parfois se dire, en journée, j'aimerais bien être accueilli dans un lieu, et puis le soir, rentrer chez moi, ou l'inverse. Voilà. Ça peut être pendant tant de temps à un endroit ou à un autre. C'est comment on arrive à faire quelque chose de plus souple, de plus en continuité. On a fait là une autre étude avec Ipsos et la Fondation Corian. Entre autres, on s'était amusé à demander, mais s'il y avait tel ou tel service dans une maison de retraite, est-ce que vous iriez aux vieux comme aux jeunes? Et par exemple, alors, je ne sais pas, le coiffeur, je n'étais pas concerné, mais on l'a mis, le vétérinaire, que sais-je encore. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a 60, 70, 75% de gens qui disent « mais pourquoi pas, je pourrais aller dans la maison de retraite pour tel ou tel service, pour aller au restaurant, par exemple, pour un commerce ». Alors évidemment, c'est aussi la France des Gilets jaunes, là où il n'y a plus rien. Il y a quand même tout ça. Et se dire « mais ces maisons de retraite pourraient être plus… » Alors, mais il y a aussi des problématiques de normes très fortes chez nous, pourraient être ouvertes à d'autres choses. On pourrait imaginer un médecin. Il y a en ce moment un projet comme ça. L'idée, c'est que le médecin qui est salarié, parce que de plus en plus, tu sais mieux, Philippe, les médecins ont plutôt envie d'être dans des logiques de salariat et tout ça. Être salarié par la maison de retraite, mais pouvoir aussi faire des consultations pour d'autres. Qui paye, comment ça paye, ainsi de suite. Ça pose plein de questions comme ça, parce que les normes sont un peu complexes. Mais je peux me retrouver auxiliaire de vie, et à un moment donné, je peux parfois travailler dans la maison de retraite, parfois travailler à domicile, ainsi de suite. Enfin, sans doute que là, il y aurait plus de fluidité à trouver. C'est intéressant parce que ça rejoint exactement ce qu'on évoquait avec Sophie Cluzel juste avant. Et ça pose par exemple une question, c'est est-ce qu'il faut mettre des financements à la personne plutôt qu'à la structure? Aujourd'hui, nos financements à la structure, est-ce qu'on n'a pas un système qui favorise un espèce de cloisonnement, une concurrence et pas du tout une souplesse pour que les gens puissent choisir? Parce que la solidarité des aînés, c'est que nos aînés puissent choisir. Enfin, c'est le principe même. Non, Myriam? C'est vrai que la gouvernance du secteur est un peu particulière. C'est-à-dire, vous avez d'un côté, je ne sais combien de fédérations, 7 conventions collectives, 3 OPCO et celui du public, les départements, l'État, les ARS, les EHPAD et les SAD, c'est différent. Enfin, je veux dire, le système administratif et financier a perdu le sens. Voilà. Donc, une politique sociale durable, c'est revoir tout cela et en effet désiloter. Moi, pour lutter contre le temps partiel subi que peuvent avoir certaines auxiliaires de vie, on sait qu'un temps plein auprès du public, 35 heures, n'est pas soutenable pour le corps. Voilà. Il y a une charge mentale, mais une charge physique aussi très forte à ces métiers. Nous, on a proposé ensemble dans le rapport qu'il puisse y avoir l'autre mi-temps au sein d'EHPAD, autour de projets de médiation numérique, enfin, autour de plein d'autres choses, parce que on ne gère pas que les besoins des personnes, on gère les envies, la vie et les envies. Je dis ça en regardant Fabienne parce qu'elle est auxiliaire d'envie. Oui. Voilà. Tapez sur le site internet Allons-y, vous verrez. Voilà. C'est intéressant, vous apprendrez les choses. On parlait de toi, Fabienne. Il y a une question, y a-t-il des hommes qui sont intéressés par le beau métier d'aide de vie? Oui, on a des hommes. On a des hommes. Pas très nombreux. Pas beaucoup. Pas beaucoup parce qu'il y a aussi un autre problème. La plupart du temps, quand on va présenter quelqu'un ou quand on est avec un homme, des fois la famille dit « Ah non, 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 surtout pas d'homme chez maman ». Sauf que des fois, quand on arrive avec un homme, maman, mais elle est aux anges. Elle est rayonnante, elle est amoureuse, mais entre guillemets, elle a envie de se faire belle, elle se pomponne, elle l'attend. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a plus une question de pudeur, parce que en tant que femme, maman vieillissante, on n'a pas envie. Mais nous, on leur explique, on leur dit, écoutez madame, c'est votre domicile, vous avez vraiment le droit de choisir, ce qui est tout à fait normal. Si on était à l'hôpital, vous n'allez pas choisir l'aide-soignant, et pourtant il allait exécuter les mêmes tâches qu'à domicile. Ici, la pudeur sera respectée, l'intimité sera respectée. Il ne va pas sortir en disant « j'ai vu madame un tel nu », ça ne sert à rien. Le but, ce n'est pas de raconter ce qui se passe, mais c'est de l'aider. Donc aujourd'hui, il ne va pas voir votre maman comme une personne nue. Il s'occupe de la personne en général, de son intimité, tout en respectant sa pudeur. Et maintenant, de plus en plus, il y a des hommes vraiment qui le font et des jeunes hommes. Il faut qu'on les médiatise, tous ces hommes. Il faut qu'on continue. Absolument. Et il ne reste plus qu'une minute. Il y avait une autre question. Peut-être Myriam, Serge, c'est comment simplifier la prise en charge socio-sanitaire des aînés avec cette gouvernance éparpillée entre le département, la région, l'État. J'ai fait exprès que vous disiez que 30 secondes pour répondre parce que je veux voir qu'on aurait pu y passer la journée. Mais s'il y avait une idée forte
pour améliorer cette espèce d'éparpillement? C'est quoi l'idée? C'est vrai qu'il y a besoin d'un chef de file, quoi. Je ne rentre même pas dans lequel… Enfin, on a parlé plusieurs fois de la proximité. Dans les pays du Nord, c'est la ville. C'est l'échelon le plus proche. Peut-être qu'il y a quelque chose à réfléchir autour de ça. Mais je mets des peut-être parce que c'est super compliqué. En tout cas, ce qu'il y a dessus, et je crois que Myriam, tu seras d'accord avec ça, c'est qu'il n'y en ait pas 50. Non, mais Très bien. Myriam, et en même temps, je te laisserai la conclusion parce que je sais que tu voulais nous donner un peu de respiration. alors, je pense que tout le monde doit faire un effort. Voilà, l'État, les départements et aussi l'ensemble des branches professionnelles. Voilà, tout le monde est concerné et tout le monde doit faire un pas. Et pour conclure, je voulais commencer par la À 9 secondes. la phrase de Simone de Beauvoir, un livre qu'on a retrouvé, La vieillesse. Le sens de notre vie est en question dans l'avenir qui nous attend. Nous ne savons pas qui nous sommes si nous ignorons qui nous serons. Ce vieil homme, cette vieille femme, reconnaissons-nous en eux. Il le faut si nous voulons assumer dans sa totalité notre condition humaine. Du coup, nous n'accepterons plus avec indifférence le malheur du dernier âge. Nous nous sentirons concernés. Nous le sommes. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à ceux qui nous ont écoutés, qui ont envoyé des questions. Vous avez une pause et le prochain débat à 16h est l'État, une méta-plateforme numérique pour tous. On vous souhaite une bonne fin de CHAM. Au revoir. Merci. Au revoir.